Donc, on a reçu la première journée à peu près 30 appels. Tout le monde voulait rentrer avec une promesse d'achat à plein prix. Le moment que je dis qu'il y a de la contamination, le monde dit « Ah, non, on n'est pas intéressé, on ne sait pas c'est quoi ». Fait que ça me prit vraiment 15-20 minutes de travailler au téléphone avec chaque personne pour expliquer c'est quoi la procédure, tout ça. Donc, vraiment, Il y avait un facteur important là-dedans, c'est que le propriétaire ne voulait pas décontaminer. C'est ça, oui. Ça, c'est notre raison, oui. Là, ici, on va parler encore de conseil d'investissement. On a 4 experts qui vont nous parler, entre autres, nous parler de construction locative neuve, en fait, l'achat de terrain. Parce que quand on voit dans le locatif neuf, ce qui est important, c'est vraiment, tout est dans le terrain. On va parler de tout ça. On va parler aussi de l'importance de travailler avec des courtiers spécialisés, entre autres avec Avis, où il y a plusieurs situations où il y a eu des contaminations. On va parler de commercial, puis également de sites contaminés. Toutes les belles choses du multilogement. OK? On va commencer avec David pour débuter. Ah bien, c'est super simple. Dans le fond, est-ce qu'on m'entend bien? Oui? OK. Dans le terrain, en ce moment, on a plusieurs secteurs. On a surtout la Rive-Nord, la Rive-Sud. Tout ce qui est en croissance sur la Rive-Nord, présentement, on a Boisbriand, on a Terrebonne. On a également aussi tout ce qui est Mirabel. Sur la Rive-Sud, on a Saint-Hubert. On va avoir des villes comme Carignan, des plus petites villes. On a Beauharnois. Là, tu es en train d'énumérer tous les secteurs présentement qui bougent beaucoup dans le secteur. On va revenir là-dessus tantôt. Ouais. On va continuer avec, par la suite aussi, François. François va nous parler. Moi, en fait, ça va être le quartier des Lumières. Donc, comment, on a beaucoup parlé de construction neuve, puis d'immeubles qui étaient plus 60, 70, tout ça. Puis, en fait, c'est comment un quartier total va venir influencer le marché locatif qui est déjà en place. OK. C'est intéressant ce qu'il va parler, là. Vraiment intéressant. Parce que là, ce qu'il y a de quoi de gros qui se passe, c'est quoi qui arrive le parc locatif? Il y a 4000 nouveaux logements qui vont arriver dans le quartier des Lumières, là. Qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui ont déjà des immeubles dans ce secteur-là? Avis? Oui. On va y aller avec Alain. Ah, bonjour. Alors, moi, c'est Alain. Je vais vous parler des baux commerciaux. Et est-ce que j'en parle tout de suite? Juste un petit idée en 30 secondes de quoi tu vas nous parler. Après ça, on va rentrer en détail. C'est ça. Je veux démystifier un petit peu les types de baux commerciaux et puis qu'est-ce que ça implique. Parfait. Et là, Avis? Bonjour tout le monde. Avi Braitman, courtier immobilier. Donc, on va parler du contamination. Dans une de mes dernières transactions, on a eu de la contamination. Puis, je trouvais que la réaction des acheteurs, ça m'a surpris un peu. On va reculer un peu. Les meubles qu'on a sortis étaient vraiment très bien localisés. Vraiment, tout était très bien entretenu au fil d'année. Donc, on a reçu la première journée à peu près 30 appels. Tout le monde voulait rentrer avec une promesse d'achat à plein prix. Le moment que je dis qu'il y a de la contamination, le monde dit « Ah, non, on n'est pas intéressé, on ne sait pas c'est quoi ». Fait que ça me prit vraiment 15-20 minutes de travailler au téléphone avec chaque personne pour expliquer c'est quoi la procédure, tout ça. Donc, vraiment, il y avait un facteur important là-dedans, c'est que le propriétaire ne voulait pas décontaminer. C'est ça, oui. Ça, c'est notre raison, oui. Fait que c'est ça. Vraiment, il fallait travailler avec l'acheteur, le vendeur, puis je me dis, OK, on va faire un article sur ça. Je vais essayer de rentrer le plus d'informations sur les 2 petites pages que j'ai eues. Puis c'est ça, pour aider au monde. C'est là ton expérience rentre en ligne de compte, hein? Oui, c'est ça. Donc, en parlant d'expérience, Alain. Hop! Je sens que je vais vieillir d'un coup. On va parler un petit peu, mettons, ça va nous parler un peu du commercial, parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens, puis j'ai remarqué dans la dernière année seulement, on a beaucoup d'investisseurs qu'on connaît qui étaient dans le multilogement, qui ont décidé de se lancer, de commencer le commercial pour toutes sortes de raisons, rendement plus intéressant, il est plus facile de repositionner un immeuble dans le commercial. Donc, on voit, il y a des gens qui s'en vont, on a qui a pensé à Jean-Pierre Campeau, Michel Elmune. Michel, je ne sais pas s'il est ici en ce moment. Il était là tantôt, en tout cas. C'est ça, il dépasse de tout le monde, c'est bon. Michel. Je vois Sébastien Gariepi présentement qui est en train de faire une acquisition industrielle. Puis Sébastien a toujours été dans le résidentiel. Donc, on voit vraiment que les gens commencent à aller regarder un peu plus loin que le multilogement. Fait que, qu'est-ce qui est important? C'est quoi qu'on voit, mettons, Alain, dans le commercial?
Bien, la première des choses, j'aimerais dire, c'est que le résidentiel versus le commercial, je dirais que si quelqu'un est plus sensible à son cash flow, le commercial, ce serait peut-être quelque chose à peut-être mettre de côté temporairement, puis faire ses forces, puis faire son cash flow, puis après ça, y aller. Parce que si on a une situation qu'on a des locaux qui sont vides, par exemple, puis que ça vous stresse, puis la banque, elle demande toujours son paiement, bien là, ça peut vous mettre très insécure, puis vous faire haïr votre investissement. Fait que ça, je pense que c'est important à ne pas oublier. Mais dans le commercial, il y a tellement de formules qu'on peut y trouver quand même son compte, là. Il y a différents types de produits commerciaux. Exemple, là, la première question qu'on se pose, c'est quoi, Patrice, un bail net, un bail triple net, double net, 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 net? Là? Ah, OK. Ça, c'est la base, là, dans les baux. Ben, en fait, les baux, ça vient du Code civil. Hein? Puis, il y a les baux résidentiels qui sont régis par la Régie du logement. Puis, dans le commercial, bien, c'est le contractuel entre deux individus. Puis, c'est sûr que le Code civil prévoit des choses, mais tu peux faire tout ce que tu veux dans un contrat. OK? Donc, c'est à toi de prévoir, bien, sauf des taux d'intérêt usuraires, par exemple, là, mais tu as le droit de faire tout, sauf d'interdire la publication du bail. Des fois, c'est marqué dans ton bail, interdit de publier. Ça, le propriétaire, il veut se garder une réserve, supposons qu'il veut le mettre dehors facilement, ou un nouveau acheteur veut prendre la place puis mettre le locataire dehors, bien, la publication, elle, empêche ça. Alors, ça, c'est la seule clause que tu ne peux pas enlever. Même si elle est écrite dans le bail commercial, tu ne peux pas l'enlever. Ça fait que ça, c'est la base bien importante. C'est quoi un bail net? Un bail net, OK. Bien, on commence peut-être par le bail brut. Le bail brut, lui, gross, il inclut tout. C'est-à-dire les taxes scolaires, les taxes municipales, les assurances, les frais de la bâtisse, etc. Toutes les dépenses de la bâtisse. Toi, comme quand tu es locataire, par exemple, puis c'est 800 $ tout inclus, bien, c'est la même chose dans le commercial, c'est tout inclus. Après ça, on tombe dans les nets, double net, triple net. Le net, lui, c'est le loyer de base avec les taxes, par exemple, et assurance, parce que les gens jouent un petit peu avec les noms, là, double net, ce n'est pas toujours exactement les mêmes paramètres, mais à la base, loyer de base, taxes. Après ça, on tombe dans loyer de base, taxes, assurance, entretien de la bâtisse. Ça, c'est le double net. Et après ça, on tombe dans le triple net. C'est qu'on a toujours la même base, le loyer de base, on a les taxes scolaires, assurance, taxes municipales, les frais d'entretien de la bâtisse, et on va rajouter à cela des frais de gestion. Puis on va rajouter aussi même les frais qui sont associés au changement des gros, pas des gros morceaux, je voudrais dire, mais plutôt si on fait le toit, la brique, l'asphalte extérieur, les HVAC, les systèmes de climatisation, les ascenseurs. Mais là, on peut amortir ces dépenses-là immédiatement dans les baux. C'est-à-dire que les gens qui recherchent un investissement... On va simplifier un peu, puisqu'on a 10 minutes de trop là-dessus. Ah, excusez, je viens de parler. Il reste 17 minutes et non pas 27, messieurs. Donc, fait que là, présentement, fait que le net, le gross, le net, oui, et le double net et le triple net. Okay? Oui. Quelqu'un qui commence dans le commercial, qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde en premier? C'est quoi les deux grandes take-out que tu suggères? Là? Bien, je dirais que de regarder des baux qui sont bien montés, qui sont des baux à long terme, parce que la banque, c'est ce qu'elle va privilégier avec tous les paramètres très clairs, combien que tu payes, c'est quoi la superficie de ton loyer, la durée de ton bail, comment il se termine, les cautions, les assurances, toutes les responsabilités. Mais ça te donne aussi les charges qui t'appartiennent en type comme locataire ou au propriétaire. Fait que ça te permet de lire exactement ce que toi, tu vas avoir à dépenser ou pas, ou ton revenu net. Fait que ça, c'est la base, les baux qui vont te donner. Fait que la première chose qui est importante de regarder, c'est les baux. Oui, c'est les baux. C'est très important. En deuxième lieu? Bien, je dirais que si on veut faire un investissement dans le commercial, bien là, il faut voir le type de produit qu'on va acheter. Si on achète un immeuble avec un locataire, là, le stress, il peut monter si le locataire s'en va. Si c'est un McDonald's, bien, c'est le fun, il te fait un bail de 15-20 ans et la banque, elle te fait une hypothèque incroyable à un taux incroyable et McDonald's se charge de tout. Alors, toi, tu es propriétaire d'une bâtisse, puis tu reçois un revenu, puis tu n'as rien à faire. Alors ça, c'est très intéressant. Mais si on a 2 dépanneurs puis 2 salons de coiffeur, puis on est dans le fin fond de Repentigny, puis il y a un nouveau secteur qui s'est créé à Repentigny, puis le tien, il est vide, puis c'est fini, bien là, toi, tu es mieux d'avoir un plan pour remplir ta place si les locataires s'en vont. Fait que ça, c'est la notion du risque. Il faut savoir lire le type de bail, mais le type de locataire. OK. Bien, merci, Alain. Ça me fait plaisir.
Donc, on va continuer avec François. François, parle-nous un peu du quartier des Lumières. Bien, le quartier des Lumières, en fait, c'est le réaffectionnement qu'il va y avoir autour de la tour de Radio-Canada. Donc, ça, c'est délimité par le quadrilatère René Lévesque, Vigée, Alexandre de Sèvres, puis Wolfe. Donc, on parle de 4 500 000 pieds carrés, en fait, qui vont être revitalisés. Ça va être un quartier qu'on dit total. Donc, il va y avoir 4 000 unités d'habitation, dont 1 900 locatives. Puis ça revient un peu, quand on parlait tantôt de moitié des nouvelles constructions 50-50. locatives, puis moitié qui est pour propriétaires. On parle d'environ 80 commerces de proximité, donc il va y avoir des cliniques, il va y avoir des restaurants, il va y avoir des stations de service, tout ce qu'on veut pour faire un quartier qui est indépendant, mais pas refermé sur le reste du centre-ville. Donc ça va être plus une expansion. Puis le groupe MAC, qui est en arrière du projet, en fait, veut faire quelque chose qu'ils appellent un anti-Griffintown. Donc ils veulent apprendre de toutes les erreurs qui ont été faites à Griffintown pour ne pas les répéter dans ce quartier-là. Donc, as-tu un exemple d'une erreur qui ont... Bien, Griffintown, ce n'était pas un quartier qui était nécessairement inclusif avec tous les services de proximité, puis avec... Exemple, il n'y a pas d'école avec Griffintown. Pas de bibliothèque, pas d'école, pas de parc, pas de... C'est pas en bon français convénient. Oui. Donc, c'est ça. Ce nouveau projet-là, en fait, les 1900 unités locatives, moi, je pense que ça va vraiment attirer l'œil des millénarios ou des milléniaux en bon français. Puis ces gens-là cherchent ce qui est haut de gamme, ces gens-là cherchent ce qui est insonorisé, ce qui a un gym, un ascenseur, une piscine. Ils cherchent des choses, ils veulent profiter de la vie. Puis la plupart des milléniaux, des millénarios, en fait, sont locataires pour X, Y raison, économique, sociale, choix de vie. Puis c'est vraiment vers eux, je pense, que le groupe MAC va vouloir se tourner. Puis ces 1900 unités locatives-là, en fait, à court terme, c'est-à-dire que la construction va commencer en 2022. Donc avant 2022, à court terme, ça ne devrait pas avoir trop d'impact sur les multilogements qui sont déjà là puis qui n'ont pas été rénovés. Donc pour les vendeurs, c'est vraiment le temps de vendre parce qu'on va pouvoir surfer sur la spéculation puis sur la plus-value que ce quartier total-là va apporter. Puis à moyen terme... Mettons qu'il y a quelqu'un... J'ai un immeuble là, dans le village, OK, qui va être juste à côté. Sur Baudry. Baudry. Ouais. Et puis, et là, j'ai un logement là-bas qui vaut, mettons, je l'ai tout optimisé, je l'ai mis à 1000, je devrais vraiment te donner le chiffre, mettons un 4,5 sur Baudry, un 3,5, c'est... 15 $ du pied carré, c'est bon. Combien? 15 $ du pied carré, c'est 15 bon. du pied carré. Fait que, mettons, tu as un 1000 pieds carrés. 1500. 1500. Ouais. D'ailleurs, toi, tu es propriétaire dans ce secteur-là. Exact. Tu viens de rénover. Combien tu l'as reloué? En fait, moi, j'ai acheté, j'avais un rez-de-chaussée qui n'avait pas été rénové. J'ai mis 30 000 dedans. Là, je le reloue à 1900. Donc, je suis passé de 1100 à 1900. 1900, c'est Ouais. incroyable. Fait que la demande est là. Bien, mon point là-dedans, c'est que, mettons, quelqu'un a un immeuble qui a été rénové, qui est à 1300, 1400. Est-ce que ça vaut à peine de mettre à jour, ou quelqu'un qui n'est pas encore rénové, que son loyer est à 900 est-ce que ça vaut à peine? Parce que ce qui s'en vient, là, est-ce que ça va affecter les gens qui ont déjà des immeubles dans le secteur avec des loyers très hauts? Parce que là, si tu loues 1400 par mois, puis là, ils construisent 1900 logements à côté, puis qu'ils vont louer au même prix, tu sais, c'est du neuf, là. Exact. Il y a un beau de cachet, là, mais à un moment donné, ça va être du neuf avec les services. Puis... Mais c'est pour ça que ceux qui pensent vendre prochainement, c'est mieux de vendre avant que le quartier des Lumières soit construit pour justement pas avoir à compétitionner avec les 1900 unités locatives neuves qui vont être là. Parce que si on n'est pas capable de compétitionner puis de mettre nos loyers à niveau, forcément, avec la valeur économique, ça va venir baisser un peu notre valeur. Puis quelqu'un qui, au contraire, est dans une détention à long terme, lui, peut mettre de l'argent puis il let's sait go, que ça va... all in. All in. All in. Ouais, Ce que tu as fait d'ailleurs. Exact. All in. C'est bon. Ouais. Donc, ben, merci François. Fait que ça donne quand même. Puis là, on parle du quartier des Lumières, mais vous pouvez parler avec Thierry Samlal. Il avait vraiment fait une belle étude de tous les gros projets qui s'en viennent présentement. Et ça a vraiment de l'impact, là. Ça arrive nord, ça arrive sud. Présentement, ce qui se passe à Lachenay, tu sais, toutes les tours sont en train de se construire là. Ça devient intéressant. Ensuite, on va peut-être aller un petit peu avec David. David, tu as fait un article sur, je vais y arriver, sur les terrains. Donne un peu, c'est quoi que tu nous parles là-dedans?
Bien, je prends un exemple comme la ville de Mirabel. La ville de Mirabel, elle possède plusieurs millions de pieds carrés de terrain agricole. Puis comme on voyait juste avant dans la présentation à Thierry, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait les projets TOD, puis autour, tu avais tout ce qui était la protection agricole. Justement, ça, il y a beaucoup de terrain, il y en a. Ça, c'est le nerf de la guerre présentement pour les promoteurs, trouver un terrain que tu peux construire dessus. Mais il y a beaucoup de terrains agricoles, mais tu ne peux pas construire dessus parce que la Commission de la protection des terres agricoles du Québec te l'empêche. Pas les villes, c'est ceux-là. Fait que nous, on spécule environ. Quand j'ai parlé avec un gros promoteur, il m'a expliqué, d'ici les 10 prochaines années, on va découvrir que ces terrains-là, tous ces plusieurs millions de pieds carrés-là, seront développables. C'est pas mal ça qui change. OK. Puis quand on regarde au Québec, là, présentement, c'est où que ça se passe là, au niveau du développement d'immeubles? De terrain puis d'immeubles. J'ai remarqué beaucoup à Québec, tu as mentionné le Bourgneuf. Le Bourgneuf, il y a la Haute-Saint-Charles également dans le secteur de Québec. Qu'est-ce qui est plus aussi sur la rive sud? On a marqué Saint-Hubert, Beauharnois. Beauharnois, c'est surprenant parce que il y aura une grosse entreprise technologique. Dans le fond, Google va installer ses bureaux là-bas, va créer plusieurs emplois. Alors, c'est sûr que la construction de logements va se faire beaucoup plus aussi également. Good. En passant, David est en train de faire son cours de courtier. Il est coordonnateur PMML, coordonnateur marketing chez PMML, mais il est en train de vraiment développer une belle expertise dans le terrain. Fait que lorsqu'il va avoir sa licence, on va vraiment se lancer à fond aussi dans le terrain. Ouais. On est en train de ramasser ça. C'est un autre marché complètement, mais beaucoup de données. C'est un marché qui est vraiment underground total. Oui, c'est très difficile à suivre. Mais on travaille là-dessus présentement, puis David va pouvoir attaquer ça lorsqu'il va avoir sa licence en 2020. Maintenant, avis. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans la contamination? C'est quoi que tu as vécu, puis c'est quoi un peu les conseils que tu as pour les investisseurs? Bon, bien sûr. Donc, d'après moi, une des plus importantes étapes dans la transaction, c'est la vérification diligente. Dans la vérification diligente, on va regarder tous les documents, donc les études, les garanties, les revenus, les dépenses. On va aussi regarder les conditions d'immeuble. On va faire une inspection. Et aussi, le troisième paramètre, c'est le prix. Donc, on voit que tous les trois va donner une bonne valeur. Donc, on regarde le document, on regarde l'immeuble, le prix. Donc, si on trouve de la contamination dans l'immeuble, c'est sûr que ça va changer tout ça. Parce que la contamination, ça pourrait être 50 000, ça pourrait être 100 000, ça pourrait être toutes sortes de dépenses. Donc, on va regarder vraiment les dépenses, on va regarder les estimations que la compagnie va nous fournir, 2 ou 3 estimations pour trouver un moyen. Si, mettons, le moyen entre 3 compagnies, c'est 100 000 $, on va essayer de négocier avec le vendeur. Il faut aussi expliquer au vendeur que c'est vraiment un problème qu'il faut décontaminer, il faut travailler sur ça. Si tu vas perdre l'acheteur, le prochain acheteur, il va venir avec la même demande, avec les mêmes résultats. C'est quelque chose qu'on a dans l'immeuble. Il n'y a pas d'aller comme en arrière puis vendre tel quel. Fait que vraiment, il faut expliquer à l'acheteur puis au vendeur tout ce qu'il y a dans tout ça. Puis ça, c'est la seule manière pour closer un deal. Oui, puis c'est souvent l'incompréhension, l'inconnu fait peur. Fait que souvent, les propriétaires, lorsqu'ils figent carrément lorsque leur sol est contaminé. Puis il faut vraiment les éduquer là-dessus, de montrer ce qu'il y a à faire. Puis dans ce cas-là, dans la dernière transaction qu'il a fait, et les acheteurs ont carrément décidé d'acheter pareil. Bien sûr, en baissant le prix, prenant certaines garanties, ils ont fait leur étude, ils ont envoyé leur expert eux, mais ils ont décidé d'acheter pareil. Et bien sûr, ça a été compliqué à financer, on s'entend là-dessus. Mais quand que les gens ont vu le prix, par la suite, parce que ça arrive tout le temps, là, quand on vend un immeuble, tout le monde m'appelle « Ah, bien pourquoi je ne l'ai pas laissé à ce prix-là? » ainsi de suite. J'avais fait un offre au même prix. Je dis « Oui, mais toi, tu n'étais pas prêt à prendre le risque. » Il y a un acheteur qui a pris le risque, puis oui, tu sais, le gars, en tout cas, c'était vraiment intense au téléphone, puis il dit « Patrice, c'est pas correct, j'étais prêt à l'acheter au même prix, puis je suis arrivé avant cet acheteur-là, pourquoi que lui, il l'a eu? » Bien, c'est simplement, poliment, j'ai dit « Mais cette personne-là a décidé de prendre le risque. » Parce que tu sais que cet immeuble-là, ses loyers sont à peu près 400 $ ou 500 $ en dessous de la valeur marchande pour chacun des loyers dans l'immeuble. Puis il y a une raison pourquoi le gars n'augmentait plus ses loyers. C'est parce que c'est la même raison pourquoi ça ne tentait pas non plus de décontaminer. C'était fini pour lui. Donc, des fois, ça vaut la peine de prendre des risques calculés. On est présentement en transaction aussi. Sébastien? Can I talk? Bon, Sébastien a pris la décision d'acheter un immeuble du même genre. Et
ça prend des calculs, ça prend ça, mais il sait ce qui s'en va, Sébastien, avec ça. Il va être capable de savoir, OK, si ça me coûte X, puis bien sûr, de prendre un risque, c'est-à-dire que moi, je prévois que ça me coûte 150 000 décontaminés, mais je vais essayer d'au moins garder un buffer de 50 à 75 000 au-dessus, mais je vais prendre le risque, je vais faire la job. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est d'avoir mon Dieu, c'est juste les couilles qui me viennent en tête. La foi. Les couilles nécessaires, la foi, merci Alain. Un homme d'expérience, merci beaucoup. Je vieillis encore. Avoir la foi nécessaire, qu'on va être capable de faire de quoi avec cet immeuble-là comme il faut. Et c'est pas évident, mais c'est important de connaître le marché. Pour connaître l'acheteur qui a fait la transaction avec Avis ou connaître Sébastien, c'est que c'est du monde qui sont capables, ils savent exactement où ils s'en vont avec l'immeuble. Donc, des fois, il ne faut pas se laisser arrêter par ça. Je ne dis pas d'acheter n'importe quoi, là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si c'est contaminé, si vous êtes rendu à un niveau d'expertise, vous êtes bien entouré, vous allez être capable d'acheter et faire des aubaines extraordinaires. Parce que juste parce que le monde, ils ont peur de ça, puis ils rejettent ça en bloc. C'est arrivé à tout le monde ici. À beaucoup de monde, en fait. Peut-être pas de la contamination ou des rénovations. Les propriétaires ne connaissent pas, mais tu finis par passer de l'avant, puis finalement, tu le fixes. Un petit quelque chose à ajouter, c'est vraiment important aussi, des fois, il y a des contaminants qui ne sont pas vraiment dangereux, donc on peut acheter puis sans décontaminer. Ça arrive aussi des fois, il y a du monde qui ne savent pas. Donc des fois, il y a des types de contaminants qu'on peut acheter pareil. Le financement il va être différent parce que c'est toujours là, mais on peut garder l'immeuble pareil, sans décontaminer. Donc un acheteur qui achète pour 20 ans, pour 30 ans, pour garder l'immeuble, il va acheter pareil. C'est quelque chose d'important aussi. Exactement. Mais bien sûr, dans la mesure du possible, c'est de s'assurer que le vendeur le fait. Ouais. Et quand tu arrives à un cul-de-sac, là, après quelques semaines de négociation qui n'avaient rien à faire, mais là, à ce moment-là, c'est de encore baisser le prix puis prendre le risque. Parce qu'il y a un prix pour le risque que vous allez prendre. Parce qu'on ne sait pas. Quand on décontamine, on ne sait pas ce que ça s'en va, malgré toutes les études. Donc, c'est ça. Fait que félicitations à Vie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, pour moi, peut-être, une formule super simple que j'ai appris quand j'ai commencé. Il y a un vieux monsieur qui m'expliquait qu'il avait eu bien des immeubles, puis il disait, moi, j'achetais les plus chers dans le coin. Il achetait toujours des belles localisations, du beau stock. Puis je dis, tu les trouvais chers? Il dit oui. Mais il dit, Alain, il n'oublie jamais une affaire. Il dit, ce qui est cher aujourd'hui n'est pas cher demain. Exactement. Puis François, tantôt, il en a parlé, puis j'ai trouvé, il est là, il ne se cachait pas vraiment, mais... Puis il a raison, il dit la stratégie de penser à demain, là, puis agir tout de suite, c'est vraiment... On est rendu dans un marché comme ça en ce moment. Parce qu'on est dans un marché hyper compétitif, il faut voir de l'avant. On ne peut pas juste se dire, je vais trouver un petit deal ici. Ils n'en trouvent pas des deals, il faut les fabriquer. Il faut les fabriquer, puis souvent les gens vont passer à travers tous les immeubles qu'on a à vendre sur le site web. Ils vont dire, hey, Patrice, j'ai fait le tour des 120 immeubles, puis j'ai fait des calculs partout. Puis est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le tour de tous nos immeubles? Puis qui les trouve trop cher? Ah! Oui, bien, le premier feeling, c'est ce qui te donne un peu, tu sais. Mais c'est ça le marché maintenant. Le problème, c'est que vous faites des analyses sur le prix demandé. Les vrais investisseurs, les gens d'action comme Frédéric Aubry, comme Jocelyn, comme Patrick Gagné ici, là, que je vois, là, Guillaume Dufault, il est où Guillaume? Vu tantôt. Guillaume, ils ne regardent pas les prix demandés, les gars. Ils regardent les revenus et dépenses, ils font leur offre considérant ce qu'eux, ils pensent. Peu importe ce que le propriétaire demande. Puis il faut faire des offres comme ça. Parce que si vous retardez, parce que je sais que les personnes qui ont regardé les 120 immeubles sur notre site web, ont fait les 120 analyses, je sais aussi qu'ils ont fait aussi les 600 qu'il y a sur la chambre immobilière. OK? Puis après avoir fait les 120 sur notre site web, les 600 sur la chambre immobilière, il ne trouvera plus rien. Il n'aura jamais trouvé. Pourquoi? Parce qu'il fait tout ce qui est prix demandé. Donc, il faut vraiment faire des offres, puis comme Alain dit, c'est vraiment de faire des calculs comme il faut. Donc, messieurs, merci beaucoup de votre présence. Et puis, je vous invite à communiquer avec eux, parler avec eux, les connaître un peu plus. C'est ça l'objectif aujourd'hui de la journée, c'est vraiment que vous connaissiez les courtiers. Et au-delà des articles qu'il va y avoir, vous allez lire dans le rapport. Je suis sûr que vous allez tous faire ça samedi soir, à soir, vous allez tous lire ça attentivement. N'oubliez pas, dans maximum 30 minutes, on va probablement avoir terminé. Tout le monde me regarde en arrière, oui, je pense qu'on va être terminé. Et on va vous remettre des rapports en sortant, imprimés, des gros rapports pour tout le monde qui patiente jusqu'à la fin. Sinon, oui. Okay. Merci, monsieur. Let's go. Merci.